Georges Malbruno, journaliste indépendant, carte de presse 59 101. À 26 ans, il se passionne pour le Moyen-Orient et choisit de s'y installer. Christian Chesneau, lui aussi journaliste indépendant, carte de presse 75 415. À 25 ans, il découvre l'Égypte et décide d'apprendre l'arabe. Ils se rencontrent au début des années 90 dans cette région du monde qui les réunit. À cette époque, ils vivent des articles et des piges qu'ils vendent à la presse française et aux radios internationales. Ils sont bien loin d'imaginer que cette passion pour le monde arabe va bouleverser leur vie et devenir une affaire d'État. 18 mois après l'invasion américaine, ils retournent en Irak. Mais un jour d'août 2004, Georges et Christian vont tomber dans un piège sur une petite route de campagne, quelque part entre Bagdad et Nadjaf. Été 2004. La guerre en Irak dure depuis 1 an et demi. L'armée américaine affronte les miliciens chiites de Moqtada al-Sadr qui mènent un baroud d'honneur dans le mausolée de Nadjaf. La ville sainte est assiégée depuis 2 semaines. Les combats sont violents. C'est un test pour les Américains, comme pour l'avenir de l'Irak. Du coup, le monde entier a les yeux braqués sur la bataille de Nadjaf et tous les reporters présents à Bagdad cherchent à s'y rendre. On se dit, il faudrait peut-être aller sur place. Moi, je ne suis pas très chaud parce que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller sur place? Parce que là, on a quand même pas mal de travail à Bagdad. Et puis, on voit que d'autres journalistes vont sur Nadjaf, ils organisent des convois, et donc on a un dîner où effectivement on pèse le pour et le contre. Et puis bon, j'ai réussi à le convaincre, et en quittant le restaurant, on avait nos habitudes, on croise une journaliste américaine qui nous dit aussi qu'elle, le lendemain, elle a envie d'aller à Nadjaf, elle nous demande notre avis, etc. Puis elle nous dit, je vais y aller en convoi. Et on lui dit, écoute, les convois, c'est pas recommandé parce que c'est pas très sûr, c'est pas discret. Et donc finalement, on décide d'y aller, et on appelle dans la soirée notre chauffeur, Mohamed El Joundi, on lui dit, bon écoute, on part demain à Nadjaf, sois là à 8h, 8h30, et puis on fera un aller-retour dans la journée. Ce matin-là, il fait beau, on a pris notre douche, petit déjeuner, notre chauffeur Mohamed arrive à l'heure. Et donc on met 20 minutes comme d'habitude pour sortir de Bagdad et pour aller en direction de Nadjaf. La route de Bagdad à Nadjaf est dangereuse, très dangereuse. Elle traverse le fameux triangle de la mort au sud de Bagdad, là où sont cachés les groupes de la guérilla et les brigands.
Ce qu'il faut dire aussi, on est vraiment profil bas, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la voiture qu'on utilise, c'est vraiment une vieille voiture, pas de lunettes de soleil. Alors on nous avait conseillé de mettre, le patron de l'Internet Café m'a dit il faut que tu mettes un kéfier pour que tu fasses un petit peu arabe, mais bon, on essaie de ne pas être repérable. Hein. Prendre cette route, c'est prendre un risque immense. On n'y compte plus les attentats, ni les morts, y compris de journalistes. Et pourtant, c'est sur cette route que Georges Malbruno fait arrêter la voiture pour faire un direct sur RTL grâce à son téléphone satellite. Et alors le problème, c'est que donc Georges devait se faire ce fameux direct donc, pour RTL, pour 9h, hein, c'est-à-dire pour 7h, heure de Paris. Je dis à Bohéman, tu t'arrêtes pour que RTL puisse m'appeler, sachant qu'avec un téléphone sourd ailleurs, vous devez être immobile pour pouvoir recevoir un appel téléphonique. Ok, non, j'attends le direct. Non, pas de problème, là, je bouge pas, hein. J'attends mon tour. Il nous rappelle d'ici 2 à 3 minutes. Georges, c'est dangereux, nous sommes près de la base américaine. L'armée irakienne va nous tomber dessus, hein. 2 minutes? Ils vont pas nous faire chier pour 2 minutes? Commence l'attente. Donc je suis resté 12 minutes en position d'attente, non compris la minute pendant laquelle j'ai envoyé mon papier. Ce sont probablement ces 12 minutes fatidiques, le temps qu'il arrête la voiture, qu'il descende, qu'il appelle RTL, que RTL prenne son appel, qu'on le mette en attente, et cette attente qui dure, c'est la matinale, on donne les autres informations avant, et quand le moment arrive, il s'est passé en effet un peu trop de temps, mais ça on ne le saura qu'après. RTL, 7h12. En Irak, puis hier soir, l'aviation américaine pilonne la ville sainte chiite. Georges Malbruno, vous êtes avec nous en direct de Bagdad. Alors en fait, Sader a fait ces dernières heures une nouvelle volte-face. Il aurait ordonné à ses miliciens de quitter le mausolée d'Ali et de remettre les clés aux autorités religieuses de Nadja. Donc on a dû se faire repérer à ce moment-là. Ces gens-là ont dû appeler les gens avec lesquels ils travaillent. Et il dit, attendez, il y a des gens suspects sur le bord de la route, ils vont arriver dans un quart d'heure, 20 minutes à votre passage. Attrapez-les. Merci, quoi ça? Ça se passe très vite, on se dit ça y est, ça nous tombe dessus. Et je sais pas, j'ai envie de prendre mon téléphone pour le récupérer avant de sortir. Et là j'ai un réflexe parce que je vois le type qui arrive avec son fusil et je commence à esquisser un geste dans la boîte à gants et là je sens, oh, si je vais jusqu'au bout, il va croire que c'est un revolver et là il va tirer. La première réaction, c'est de me dire, est-ce que je vais pouvoir respirer dans ce corps? Journaliste français, t'es... Puis après, on se calme. On est recroquevillé dans un coffre. Et voilà. Respirons. Et puis attendons de voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'on part vers dans la campagne. On voit qu'on prend des petites routes un peu cabossées. Et puis on arrive dans une première étape, une espèce de petite cabane dans la campagne irakienne. Dans la merde là. منين هذا في هذه الصورة؟
me met sous les yeux une photo. Et sur cette photo, je reconnais le fils de notre chauffeur qui est avec le général Kimmitt, qui est le chef d'état-major, un des grands patrons de l'armée américaine en Irak. Une espèce de photo souvenir, tout sourire, le bras dessous. Et là, j'ai un choc. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu es journaliste, tu connais pas le général Kimmitt? Si. Ce chien d'américain, quel américain? Si, le militaire, c'est le général Kimmitt. Ah, tu le l'arma warfa. Chien! Ichi! تعرفها؟ ما warfa, كدلك! Et je dis, je reconnais pas le fils, parce que je me dis, mais si je dis c'est le fils de notre chauffeur, je me dis, ça se trouve, il va le zigouiller, enfin, il va l'exécuter tout de suite. كافي كافي الله يكفي كذاب يا كلب كافي. Ils sont sortis. C'est quoi cette histoire de Kimmitt? J'en sais rien, j'y comprends rien. Ils ont une photo d'Eyman qui pose en compagnie du général Kimmitt. Hé, Eyman avec Kimmitt. C'est quoi cette histoire? Rien. C'est ma faute. Hein? Eyman ne fait rien avec Kimmitt. C'est un trucage. Une photo qu'il a faite sur son ordinateur. Je l'ai oubliée dans la boîte à gauche, je me demande pardon. C'est rien. Ça va aller. Cette photo, pour moi, ça veut dire qu'ils nous ont suivis. Pour moi, c'est incompréhensible. Je dis, c'est pas possible qu'il y ait cette photo. Pour des gens qui haïssent les Américains, avoir son fils bras dessous, avec le général Kimmitt, donc le plus haut gradé américain en Irak, c'est de la provocation. Là, ils nous mettent dans la voiture, Christian et moi à l'arrière, les yeux bandés, ils nous disent baissez la tête. Et on va rouler pendant une vingtaine de minutes. Puis on arrive dans ce qu'on va appeler la ferme, donc un endroit dans une palmeraie au fin fond de la campagne irakienne. Et moi, quand je rentre, je distingue deux hommes avec des moustaches qui sont assis par terre. Et nos geôliers vont les prendre par la main et vont les faire sortir. Et nous, on va s'asseoir à leur place. Et après, on découvrira que ces deux hommes, en fait, c'était le consul iranien qui avait été kidnappé quelques semaines auparavant et le directeur d'une centrale électrique. Au terme de longues négociations, le consul iranien sera libéré. Le directeur de la centrale, un Irakien dont la compagnie ne paiera pas la rançon, sera égorgé. On expérimente physiquement la peur, c'est-à-dire le cerveau, on a l'impression que le cerveau va exploser, on est lourd, on est dans une espèce de cauchemar, on sent que l'abdomen, on est complètement noué, mais vraiment noué. Plus de force dans les bras, dans les jambes, on est un peu comme une espèce de larve, enfin je veux dire, vraiment on se liquéfie. انتوا في بيتكم فهمتني انت خلاص يلا. C'est le choc parce qu'on se retrouve là et il ferme la porte. La première fois qu'on entend le bruit métallique de la porte et de la clé. Donc ça va être ce bruit qu'on va entendre pendant des jours ensuite quand on va rester là, quoi. Et là, on accuse un petit peu, on accuse le coup, quoi, parce que là on est réunis de nouveau tous les trois. Mais otages, séquestrés en tout cas. Et alors on essaie voilà, on se pose les premières questions. Qui sont-ils? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui peut se passer, etc. Asseyez-vous. Son nom? Malbruno. Georges Malbruno. Je suis journaliste français. Et toi? Christian Chénaud. أنا همسة في فرنسي. وين انت
Il y a beaucoup de soi-disant journalistes en Irak. Ici, on se méfie des espions. Nous sommes français, journalistes. Chirac el-Chilb. Vous pouvez vous renseigner? Nous nous renseignons. J'espère que vous n'êtes pas des espions. Quand allez-vous nous libérer? Nous avons lancé un avis de recherche sur votre identité. Si vous n'avez pas menti, demain ou après-demain, vous serez libre. Choukran. Là, on se dit, les conditions de l'interrogatoire sont correctes, ils ne nous maltraitent pas, et ils nous disent qu'ils vérifient notre identité. Ils vont voir qu'on est français, qu'on est journaliste, qu'on n'a rien à faire avec les Américains, bah, ils vont nous relâcher dans 2-3 jours, quoi. Mais le fait d'être journaliste ou français ne suffit plus pour circuler en sécurité dans l'Irak en guerre. La guérilla n'enlève plus seulement des soldats ou des employés, mais aussi des journalistes, qu'ils soient français ou pas. Alexandre Jordanov de Canal+ en a fait l'expérience, tout comme Jérôme Bonny de France 2 ou Rémi Ourdan du Monde. La guérilla se méfie de tous les étrangers. Moi, je me suis fait arrêter, mais 15 000 fois dans les reportages que j'ai faits avant, que ce soit à Fallujah ou ailleurs, on se fait arrêter par des hommes en armes. Hop, bonjour monsieur, merci monsieur, vous venez avec moi, et on reste 1 journée, 2 jours, 3 jours, enfermés dans une baraque, le temps que ces ravisseurs fassent une petite enquête, quoi. Ils savent très vite voir si vous êtes vraiment journaliste ou si vous n'êtes pas journaliste. Cette ferme, on sait que c'est un petit peu la gare de triage où toutes les personnes capturées sont amenées avant d'être interrogées, jugées, voire condamnées, voilà. Yugoslavia, Tito. Yugoslavia, Tito. Macedonia. You speak English? Yugoslavia. Yugoslav. Yeah, Yugoslavia. Macedonia. Skopje. Tito. Yougoslav. Christian. French. Français. Yeah. Tito. Do you speak English? Speak in French? Speak German? German? Yugoslavia. Yugoslavia. Abou Eman, chauffeur. Chauffeur. Okay. 2 journalistes. Journalistes français. Macedonia. Chauffeur. Chauffeur et... Oui. Qui? Hein? Non. Oui. Non, non. Ça va aller. Ça va aller. Calme. Quand on voit comme ces 2 pauvres Macédoniens avec leur chauffeur qui, lui, a pris une balle dans la joue, donc il a toute la bouche qui a sauté, les dents qui ont explosé, il arrive avec un mouchoir comme ça, il est chiite, ces 2 pauvres Macédoniens qui ne peuvent pas prononcer un mot ni en anglais, ni en arabe, ni rien, eux, on sait qu'ils seront condamnés. You're a spy, hein? You're a spy! Ako ne puštiš, dobro, ako ne, na njenu dušu, toliko. Le jeune Macédonien, son beau-père et leur chauffeur travaillaient pour une entreprise américaine. Ils seront égorgés 2 mois plus tard. Je vous ramène vos affaires. C'est à moi ça. Ça aussi. Choukran. Sais-tu qu'un journaliste français a été arrêté ici en avril? Oui, Alexandre Jordanov. Il a été libéré au bout de 3 jours. نحن شدناه. Choukran. Nous remettre nos sacs, la logique de libération est enclenchée, voilà. Bon, très bien. Abou Ayman est à 2 mètres sur notre gauche,
Et là, les types rentrent dans une colère furieuse. تعرف من هذا مع الكلب تاع كيميت؟ إلا كنت كتبته سوف أقتلك. هذا ابني أيمن، ما اشتذب. هذا ابني كان يريد يلعب. هذا صار، هاي الصورة سواها بالكمبيوتر، بس أقسم لك بالله خيرون تعاملوا مع الأمريكان. أبدا أبدا أبدا، أنا ضد الأمريكان والله العظيم. كنت في حزب البحث أسأله. ماذا تفكر؟ صدق. Tu crois ça? Oui. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'il marche avec les Américains. أبدا. Et qu'il nous espionne. أبدا أبدا hein? أبدا 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 أبدا. أنا مخايل. Mais vous vous trompez! Vous avez rien! Son fils ne connaît pas Kimit. Mais c'est une photomontage faite sur un ordinateur, vérifiez-la! Son fils est étudiant, c'est un excellent élève. Il a même refusé une bourse que les Américains lui ont offerte, parce qu'il les déteste. On le connaît depuis longtemps, on n'arrête pas de travailler ensemble. Hein? Oui. Il ne collabore pas avec les Américains. Hakitlak! سوف نحقق. إلا كنت خيرون سوف نقتلك. Paris, c'est la fin du mois d'août. Les Français rentrent de vacances. Dans les rédactions, on s'inquiète du silence de Christian Chesneau et de Georges Malbruno. Quand on s'aperçoit que le Touraya, c'est-à-dire le téléphone satellitaire, ne passe plus, que Georges ne donne aucune nouvelle, que les contacts qu'on peut avoir sur place avec d'autres confrères nous disent bah non, on ne les a pas vus, on s'inquiète. On appelle, ce qu'on fait dans ces cas-là, on appelle le Quai d'Orsay, qui nous dit bah non, nous, on n'a pas de nouvelles non plus. Et là, je me dis, il y a quand même un truc, c'est pas possible qu'il n'ait pas téléphoné. Il y a des combats sur cette route. À Nadjaf, bon, bien sûr, c'est en plein combat devant la mosquée. Ils ont eu un problème. Le 21 août, à Bagdad, on ne sait toujours pas que 2 journalistes français ont disparu. La capitale survit au quotidien dans un déchaînement de violence. Les attentats de la guérilla se répètent, nombreux et terribles. Ils visent surtout les centres de recrutement et les camions-citernes. Bon, bah, la première nuit, on fait un peu le vide dans sa tête.
Et puis, bon, on essaie d'analyser les bons côtés, les mauvais, et puis il y a les moustiques qui vous piquent, etc. Donc ça dure 2-3 heures. Et puis finalement, moi, je trouve le sommeil. J'ai réussi à dormir quand même 5-6 heures cette première nuit, quoi. Marfouna, mettez-vous contre le mur. Je suis le chef des services de renseignement de l'armée islamique en Irak. Je vais vous interroger et je transmettrai mes conclusions à un tribunal islamique qui va vous juger. Ensuite, on vous fera connaître le verdict. Tu es Christian, n'est-ce pas? Oui. Et toi, tu es Georges? Tu ne parles pas arabe? Je comprends un peu, mais mal. Vous allez dire ce que vous voulez dire à vos familles. C'est toi qui vas commencer en premier. Pour commencer, tu te présentes. Et sois bref. D'accord. Yallah, yallah! Christian Chesneau, journaliste français. Nous sommes détenus en Irak depuis 2 jours par l'armée islamique irakienne. Ils vérifient notre identité. Tout va bien. Nous tenons le coup. Notre libération est une question de temps. Kafi, à toi. Moi, je voudrais dire à ma famille tout d'abord que tout va bien. Nous sommes prisonniers de l'armée islamique en Irak qui vérifie notre identité. Nous sommes bien traités et notre libération semble être une question de temps. Très bien. Mais il faut quand même que je vous dise que la situation n'est pas très claire avec votre chauffeur. C'est un vrai problème. Première information pour Georges et Christian. Ils sont aux mains de l'armée islamique en Irak. Un groupe de résistants salafistes, très religieux, à l'époque peu connu, et qui mènent une guerre totale. Guerre contre les troupes américaines qu'ils déciment à coups de bombes artisanales. Et surtout, guerre des images. L'armée islamique met tout en scène, filme tout, ses attentats et ses coups d'éclat. Depuis peu, il se spécialise dans la prise d'otages, pour des chantages politiques ou pour de l'argent. Avec là encore, le souci, l'obsession de filmer tous leurs prisonniers face caméra avant de les décapiter. Comme ce Sud-Coréen, simple ouvrier. I don't want to die. I don't want to die. I don't want to live. Your life is important, but... Abdel Hakim! Yeah! Abdel Hakim! Nos sens sont en éveil constamment parce que vous êtes dans une pièce vide, seul, et donc vous êtes attentif à tout ce qui se dit autour, tout ce qui se passe, et vous écoutez le chant du coq le matin, ou bien le muezzin, ou la télévision. Ils regardent Al Jazeera. Donc on connaît les jingles, les journaux, etc. Donc il y a un journal, il y a Christian, il dit viens, on va essayer d'écouter ce qui se dit, quoi. Maintenant, je vais remettre mon rapport au tribunal islamique, qui va décider de votre sort d'ici 48 heures au plus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Ce
Ce dimanche 22 août, la France prend enfin conscience de la disparition des 2 journalistes français et de leur chauffeur, Mohamed Al-Joundi. L'Irak où l'on est sans nouvelles depuis vendredi de 2 journalistes français, Georges Malbruno du Figaro et Christian Chesneau de RFI. Ils voulaient justement se rendre à Nadjaf en fin de semaine dernière et la thèse du rapt semble la plus probable. Pour nous déjà c'est la stupeur, on est complètement ébahis par l'information qui vient de tomber, on est un petit peu, on est assez désemparés et on se demande qu'est-ce qui vient de tomber quoi. M'appelle sa maman, qui peine d'ailleurs à s'exprimer, donc je comprends pas tout. Enfin, sous l'effet de la panique, elle peine. Donc c'est son frère qui prend le relais et il m'explique la situation, comme quand on n'a pas de nouvelles de Georges. On a plein d'hypothèses qui nous passent par la tête, à savoir ils ont peut-être pu réussir à atteindre Nadjaf, qu'ils sont prisonniers ou en tout cas ils sont dans une cave dans cette ville-là, pris sous le feu des bombardements et donc ils ne peuvent pas communiquer avec nous. Ou un accident, il pourrait être dans un hôpital. Effectivement, il pouvait être blessé, voire décédé, enfin voilà quoi. C'est pas, au début, c'est pas l'enlèvement qui me fait le plus peur. Boulevard Mortier à Paris, au siège de la DGSE, c'est le choc. L'armée islamique en Irak est inconnue. Les services secrets français se rendent sur la fameuse route de Nadjaf, mais ne trouvent aucun indice sur les lieux de l'enlèvement. Il faut pourtant aller vite, très vite. Tout de suite, on demande à la DGSE de prendre le dossier en main, ce qui n'a jamais été fait dans les précédentes affaires d'otages. Et donc là, on va prendre les meilleurs de la DGSE. Et c'est vrai qu'il y a des équipes d'agents plutôt jeunes qui parlent couramment l'arabe, qui connaissent bien la région. Avec le Quai d'Orsay, la DGSE active alors l'impressionnant réseau d'agents qu'elle possède au Moyen-Orient. Beyrouth, Amman, Damas, Bagdad. Le satellite Helios s'est redéployé sur la région de Bagdad avec un objectif, écouter des milliers de conversations dans l'espoir de repérer un nom, un lieu, un numéro de téléphone. Au même moment, dans les rues de Bagdad, la nouvelle de l'enlèvement se répand. Beaucoup disent avoir une piste et plusieurs dizaines d'informateurs frappent à la porte de l'ambassade de France. Mais la plupart sont des mythomanes ou des profiteurs. L'un d'entre eux se révèle pourtant plus sérieux. Et c'est Franck Gelé, le premier conseiller qui recueille ce document. Sur une feuille blanche, la signature authentifiée des 2 otages avec une promesse, les 2 Français seront libérés dans la nuit. Les premiers jours, on ne peut pas se laver, prendre de douche, on dort tout habillé, et on ne peut pas se brosser les dents. Donc c'est dur, quoi. Mais on affronte ça et on se dit, non, moi je me dis, bon, il y en a d'autres qui ont dû endurer ça, quoi. Asseyez-vous. أنت فرنساوي. إيه؟ وأنت فرنساوي. وأنت سوري. نعم. الحرية قريبة. أنتم الفرنساويين. وأنت السوري. سوف تعودنا لحريتكم مع الليل. هيا نهدبوا. الحمد لله بشرتنا بخير، الله يبشرك بالخير. Je te l'avais dit, ils ont fini par comprendre leur erreur, je te l'avais dit. Oh punaise. Avec un peu de bol vendredi soir, je dîne chez Claude à Hammam. Le pâtissier du roi Abdallah. Oui, monsieur. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. 18h. Qu'est-ce qu'il fout? Il m'a tombé de la chasse. C'est quoi ça, tombé de la nuit? Belâche. Ça tombé de la nuit? Mais cette nuit-là, Georges, Christian et leur chauffeur Mohamed
attendent en vain. Ils ne seront pas libérés. L'armée islamique aurait changé de chef, de stratégie et donc de décision. De toute façon, la nuit, en Irak, personne ne sort. Couvre-feu oblige, la nuit est la chasse gardée des forces américaines et de leurs alliés irakiens. Pour les troupes de la coalition, l'ombre est le meilleur moment pour traquer les terroristes, interroger les suspects, déjouer les attentats. Votre dossier a été gelé. D'autre part, la France vient d'adopter une loi interdisant aux filles musulmanes de porter le voile à l'école. Je ne comprends pas. On est au fin fond de l'Irak, sur la ligne de front, la résistance, les groupes armés, on est en zone de guerre et on va nous parler du voile islamique en France. Alors là, on se dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Personnellement, moi, je suis contre cette loi. Chacun devrait pouvoir porter ce qu'il veut, même pour aller à l'école. Mais cette loi ne réglera aucun problème, elle n'apportera aucune solution. Je suis d'accord avec Christian. Imaginez que votre vie soit en danger si cette loi n'est pas abrogée. Que diriez-vous au président Chirac? La loi ne sera pas abrogée parce que vous menacez de nous tuer. On va quand même vous utiliser. Cette semaine-là, on parle aussi d'un autre journaliste enlevé en Irak, un Italien, Enzo Baldoni. Lui aussi prisonnier de l'armée islamique, il est torturé et assassiné par les mêmes ravisseurs, peut-être à quelques mètres de chez nous et Malbruno. Il y a un de nos gardiens qui nous dit « Vous avez été les otages privilégiés. Votre interrogatoire a été court, ce qui est vrai, contrairement à un journaliste italien qui n'était pas un journaliste, qui était un espion et qu'on a tué. » Et là, je comprends que malheureusement, donc Enzo a certainement été torturé violemment, quoi, et qu'il a passé en lui des heures, il a dû passer des heures atroces. Le même jour, la chaîne arabe Al Jazeera diffuse la première cassette des Français confirmant qu'ils sont bien retenus otages en Irak. نشد الصحفيان الفرنسيان المحتجزان في العراق. Je voudrais dire à ma famille d'abord que tout va bien, on est gardé, on est détenus dans des bonnes conditions, dans les conditions normales. Nous sommes prisonniers de l'armée islamique en Irak qui vérifie notre identité. Nous sommes bien traités et notre libération semble être détenus dans des bonnes conditions, dans les conditions normales. Et la presse dit... Bon, bah c'est très dur, hein. En Irak depuis 2 jours. J'étais avec ma mère était avec moi ce soir-là et on peut pas, on ne croit pas les images qu'on voit en fait, on n'arrive pas à y croire. Et là c'est l'effondrement quoi. Et là toute l'histoire d'Enzo Baldoni vous revient en plein dans le visage. Pour libérer Baldoni, l'armée islamique avait imposé un ultimatum. Elle exigeait que les troupes italiennes quittent l'Irak sous 48 heures. Pour les Français,
Elle demande que la loi sur le voile soit supprimée, sous 48 heures également. C'est le même ultimatum, la même démarche, la même menace. L'ultimatum provoque une immense émotion en France. Des milliers de personnes se rassemblent pour demander la clémence des ravisseurs et la libération des otages de Bagdad. À Paris, leurs portraits sont hissés sur la façade de l'hôtel de ville. Fait sans précédent, les musulmans de France se joignent aux manifestants et multiplient les déclarations de sympathie et de courage. Je suis prête, parce que je refuse que mon foulard soit taché de sang, à rejoindre avec d'autres citoyennes musulmanes voilées l'Irak pour se porter otage de substitution. C'est une mobilisation impressionnante, impressionnante. C'est cette incroyable capacité qu'ont eu les Français sur cette affaire-là de s'identifier. C'était nos enfants. Sous la pression, c'est aussi la mobilisation générale au sommet de l'État. À Matignon, les réunions se succèdent avec les ministres concernés. C'est la consternation et l'embarras. La loi sur le voile est un sujet très sensible. Les ravisseurs le savent. Et ils n'hésitent pas à mettre en jeu la vie des 2 otages français pour appuyer leurs menaces. Mais le gouvernement reste ferme. C'est toute la nation qui est rassemblée. Car ce qui est en jeu, c'est la vie de 2 Français. C'est la défense de la liberté d'expression. Ce sont aussi les valeurs de notre République. Que je demande solennellement la libération de Christian Chesneau et de Georges Malbruno. Tout est fait et tout sera fait dans les heures et les jours qui viennent pour y parvenir. Premier acte de la mobilisation, dès le lendemain, Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères, s'envole pour une tournée des capitales arabes. Qu'est-ce que me demande de faire le président de la République? C'est d'aller dans ces pays expliquer, comme ministre français, ce qu'est cette loi concernant le voile, comme on dit, ou la laïcité. D'expliquer que cette loi ne doit pas être mal comprise, que c'est une loi républicaine. À Bagdad, l'ambassadeur de France, Bernard Bajolet, et les diplomates français rendent visite aux chefs islamistes, au Conseil des oulémas, à tous ceux susceptibles d'avoir un lien ou un pouvoir sur les ravisseurs. À Montégué en forêt, le petit village d'Auvergne dont Georges Malbruno est originaire, Sylvie Cherpin, sa compagne, lance un appel en espérant être entendue jusqu'à Bagdad. Mon chapelet à moi, vous voyez, c'est ce collier. Georges me l'a ramené de Bagdad. Ce n'est pas un souvenir de vacances, ce n'est pas un souvenir de guerre. C'est un objet d'une région dont Georges et son acolyte Christian sont imprégnés depuis des années. On se pose plein de questions, quoi. On passe d'un certain optimisme à ensuite on se dit, et si ça durait? Et si on restait là des mois, des années? On se disait, en plaisantant, on disait, bah, on espère qu'à la Toussaint, on sera plus là, quoi. On savait que c'était des gens qui pouvaient bien vous traiter, c'est-à-dire vous apporter à manger, voilà, être entre guillemets cordial avec vous, et puis en même temps, s'il reçoit l'ordre de vous exécuter, de vous torturer ou de vous égorger comme un mouton, il n'a aucun sentiment et vous égorge en 2 minutes. Quand on voit ce chauffeur d'Ahmed Chalabi, qui est un politicien irakien, qui est pro-américain, bon bah lui, on sait qu'il va mourir, mais en même temps, on se dit, bah, c'est toujours pareil, c'est l'instinct de survie, on se dit, c'est pas nous.
Moi, je passais mes journées à penser, à envisager des scénarios, décrypter tel message, telle parole qui nous avait été adressée, la comparer à la précédente et de se dire est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe. On fait défiler le film de sa vie, quoi. Alors on dit, tiens, essayons de se souvenir par exemple, de l'école primaire, quoi, nos instits, ou comment on était, etc. Après, c'était le collège, ou après le lycée, l'arrivée à Paris. Les nouvelles sont excellentes. On va vous transporter dans une maison plus confortable. زينوها أزاميجين؟ ما عليك بيه. يلا يلا. Ici Bagdad, je passe en chiffré. Nous avons ciblé 58 pistes irakiennes qui sont venues pour nous donner des informations sur les 2 otages. Nos équipes ont recoupé absolument tous les indices, mais aucun n'est fiable. Les opérations de renseignement dans la région de Latifia n'ont rien donné. Fin de message. Je vous présente mon patron, il veut vous parler. Au Khudrad. Donnez-lui vos montres et vos passeports. La peur est présente à tous les instants. Même si, vous dites, a priori, on va pas être tué aujourd'hui. Alors le problème, c'est de gérer cette peur, quoi. Et si vous vous laissez submerger par cette peur, vous vous effondrez. Donc il faut surmonter cette peur, la gérer et faire en sorte que qu'on continue d'espérer, etc. L'islam pose pour principe qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Mahomet est son prophète, le dernier des prophètes. Vos évangiles ne sont pas authentiques. Ils ont été créés bien après la mort de Jésus. Chez nous, le Coran, c'est la parole de Dieu transmise directement du Créateur à Mahomet. Pourquoi es-tu chrétien? Mon père, mon grand-père et des générations avant eux sont nés chrétiens. Et s'ils sont dans l'erreur, toi aussi tu vas persévérer dans l'erreur? Je comprends pas là, vous voulez en venir. On en est où de notre libération? Je pense que les Français sont plus préoccupés sur la loi sur le voile que par votre libération. Pourquoi ne pas vous convertir à l'islam? Votre remise en liberté serait certainement facilitée. À Paris, au siège des services secrets, rien de très concret. La cellule de crise se démène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour trouver un interlocuteur fiable. C'est au même moment que l'ambassadeur de France, Bernard Bajolet, reçoit via Internet une nouvelle exigence des ravisseurs, que la France réaffirme haut et fort son opposition à la guerre en Irak. Ce qu'elle va faire à la tribune de l'ONU par la voix de son ministre des Affaires étrangères. La France, chacun s'en souvient, n'a pas approuvé les conditions dans lesquelles ce conflit a été déclenché.
Encore une fois, il n'y a rien de nouveau, sauf que cette réaffirmation nous a été demandée, que cette réponse nous paraît utile pour avancer dans le processus de libération, et que la seule chose à laquelle je pense chaque seconde, c'est la sécurité de Christian Chesneau, de Georges Malbruno et de Mohamed Al-Joundi. C'est la seule chose qui compte. Dites-nous ce qui se passe. Tout va très bien, alhamdoulilah. Les Français donnent des signes positifs. Mais ils demandent une nouvelle cassette. Et moi qu'on nous répète la même chose. L'être Khafoun. Nous vous avons toujours bien traité. Vous êtes des privilégiés, vous êtes plus célèbres que Chirac en France. Ce qu'on veut, nous, c'est être libérés. Vous le saurez bientôt. Dans une semaine maximum. Alors, quand on nous a dit ça, si vous voulez, ça faisait quand même un mois qu'on était là, on n'était pas trop maltraités, mais il y avait 15 jours, on n'avait pas eu de nouvelles, hein, etc. Donc, ça commençait à gamberger, etc. Mais là, j'ai eu l'impression de perdre 10 kilos, quoi. Surtout, au niveau mental, j'ai eu l'impression d'être devenu léger, quoi. Si vous êtes libéré cette semaine, bon, bah, je redevenais quelqu'un de presque libre, quoi. C'est fini pour vous. On vous amène près de Bagdad. Demain, vous serez libérés. Zen. C'est le deuxième espoir de libération pour Georges et Christian. Il nous glisse au fond d'un GMC, dans une espèce de cercueil en carton, recouvert par des couvertures. Ils nous conduisent dans une maison, au deuxième étage d'une maison, etc. Ça avait duré 25 minutes, etc. Et donc on se dit, bon, ben là, on est dans la dernière ligne droite, quoi. Mais cet espoir sera encore déçu. Au lieu de ramener les deux Français vers Bagdad, l'armée islamique les conduit en réalité dans une maison perdue de la province irakienne. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, un homme décide de prendre les choses en main. Didier Julia, député UMP de Seine-et-Marne. Julia se targue de bien connaître le monde arabe et notamment l'Irak. Il y a effectué plusieurs voyages du temps de Saddam Hussein et y conserve de solides amitiés. Et c'est un regard très critique qu'il porte sur l'affaire des otages. Mon analyse de la situation, c'est que 2 occasions ont été ratées. La première occasion, 3 jours après l'enlèvement, ils auraient dû immédiatement discuter avec la personne qui proposait de les faire sortir. Et la deuxième occasion ratée, ça a été le voyage de Barnier, qui n'a pas du tout été préparé sur le terrain. Il est allé là-bas pour faire, j'allais dire, de la médiatisation. Il est allé à Doha, passer sur la chaîne Al Jazeera, parlant d'humanisme, de choses et d'autres. Mais sur le terrain, il n'y avait rien, aucun contact. Parce que les contacts officiels ne sont pas les meilleurs quand il s'agit de faire non pas de la diplomatie, mais des contacts extra-diplomatiques avec des preneurs d'otages. Fin septembre, c'est la course à la libération des otages. Affaires étrangères et DGSE contre officines parallèles comme celle de Didier Julia. Le député s'envole vers Damas en Syrie pour tenter de faire libérer Georges et Christian. Au moment où j'allais à Damas, j'avais les plus fortes présomptions de ramener Chesneau et Malbruno. Dans son équipée, Didier Julia est épaulé par Philippe Brett, l'homme au second plan. Lui aussi connaît bien l'Irak, lui aussi se fait fort de ramener les otages. Mais l'opération est bâclée. Philippe Brett veut aller trop vite, parle trop vite. En cette fin de semaine, les rumeurs d'une éventuelle libération de nos 2 otages en Irak, Christian Chesneau et Georges Malbruno, se faisaient de plus en plus précises. Il y a désormais une déclaration très encourageante. Sophie Larmoyer vient en effet de joindre à l'instant Philippe Brett, l'un des collaborateurs du député Didier Julia. Écoutez ce qu'il lui a annoncé. Bon, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. On est en train de finaliser. Je ne voudrais pas compromettre cette opération qui est déjà suffisamment compliquée comme ça. D'accord ? Vous êtes avec Georges Malbruno et Christian Chesneau. Écoutez, la réponse à la question est oui. Bon. On va acheter du champagne. On va acheter du champagne, du vin, et on se dit, là, c'est bon, voilà. Christian et Georges, on ne peut pas annoncer de tels propos, dire, voilà, je suis avec les otages, on arrive.
Ici Bagdad, je passe en chiffré. Nous avons repéré le véhicule de Philippe Brett. Il est en route vers la frontière syrienne. À bord, il n'y a que Brett et son chauffeur. Je répète, à bord, il n'y a que Brett et son chauffeur. Aucune trace des 2 otages. Nous suivons le véhicule jusqu'à la frontière syrienne et rendons compte. Fin de message. Au bord de la route, il n'y a en effet personne, en tout cas, ni Malbruno, ni Chesneau. On n'a jamais vu personne, un émissaire français, que ce soit Brett ou un autre, venir nous voir. On n'a jamais été dans un convoi à destination de la Syrie. Enfin, je veux dire, tout ça, on a raconté qu'on nous avait vus sous un palmier, enfin, je veux dire, la nuit. Enfin, bon, tout ça, c'est du fantasme pur et simple. L'opération Julia est un fiasco. À Paris, l'aventure provoque un scandale. Brett et Julia sont condamnés de toutes parts. Malgré les déclarations officielles, on ne sait toujours pas si le gouvernement avait donné son accord. La démarche personnelle de M. Julia, sans aucun mandat officiel, n'a pas été approuvée, n'a pas été soutenue. Une chose est sûre, sur le terrain, l'affaire Julia brouille les pistes et les esprits. Et au même moment, les ravisseurs avec lesquels nous avons un dialogue indirect nous indiquent qu'ils interrompent leur dialogue, qu'ils n'ont plus confiance parce qu'ils entendent des déclarations intempestives. Ici Bagdad, je passe en chiffré. Suite à l'affaire Julia, nous n'avons plus aucun contact. Le canal internet est muet depuis une semaine et notre interlocuteur habituel ne répond plus à nos relances. Fin de message. On va encore. On devait être libéré mercredi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la faute des Français. Yallah! Et on sentait qu'ils étaient énervés, que ça les perturbait, parce qu'ils pressentaient un double jeu des Français. Et surtout, il faut imaginer que ce genre de personnes sont, hypersensibles à la sécurité, au complot. C'est des gens un peu paranoïaques, donc ils vont se dire, est-ce que les Français sont pas en train de nous enfumer et de nous tromper, et de faire des choses dans notre dos? Voilà. Donc là, on se dit, tiens, c'est peut-être pas forcément bon pour nous. Ce qu'on veut, c'est être libéré. Oui, je sais. Tu l'as déjà dit. Oui, mais quand? Tu m'as vu? Non, je t'ai pas vu. Tu le jures? Tu le jures sur Dieu? Oui. Jusqu'à présent, on était amis. Alors fais attention. Allez, on y va. Au début, on compte les jours, après, je compte les semaines, et puis après, on commence à compter les mois. Donc on se disait, là, j'étais incapable de dire si on était à 55e jour, mais autrement, j'étais à 2 mois, etc. Et alors je me disais, bah oui, le voyage difficile de 2-3 jours, ça commence à faire, quoi. مطعم سيرفيس يلا قوموا Oh putain que ça fait du bien. La nourriture, c'est très important pour le moral. Quand vous êtes prisonnier ou otage, la nourriture, c'est un lien, c'est très important, c'est le seul réconfort de la journée. Alors en plus, quand on vous apporte un thé, c'est le nirvana. Et là, je me souviens très bien, c'était un moment, effectivement, on nous apporte un plat de dattes. On a 12 dattes pour la journée, j'en prends 7 petites et je laisse 5 grosses à Christian. Et Christian me dit, écoute, c'est pas normal, j'en ai que 5, voilà. Alors je lui dis, écoute, non, ça va pas, voilà, on refait le partage. Donc ça m'a énervé, voilà. Et donc je lui dis, Christian, bah écoute, je t'en donne une, hein, voilà. شنو اسمك؟ يسحوا لي القصاب. Ici, c'est moi qui torture et exécute nos ennemis. Et pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Pas de problème, on s'occupe de vous. Pourquoi vous nous traitez aussi bien? Nous avons des instructions de notre direction à Bagdad. La tensa abadan, ya Christian. Vous allez vous en sortir.
Donc il nous avait plutôt, entre guillemets, à la bonne. Et pour la petite histoire, il était très bon cuisinier. Donc là, il nous mijote des petits plats par moment, des petits ragoûts, même à un moment. C'est pour ça que c'était surréaliste. Hein. On se demandait si on n'était pas dans un film. Il dit, mais là, on va aller je vais au marché ce matin, qu'est-ce que vous voulez manger? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fout? Georges, on est vivants. Si vous voulez se débarrasser de nous, ils nous traiteraient pas aussi bien. On va pas qu'ils se foutent de notre gueule. On va croupir ici, putain. On va rester ici combien de temps? J'en ai marre. Ils veulent nous utiliser, c'est clair. Georges. J'en peux plus, j'en ai marre là. Calme, reste calme. Assieds-toi. Assieds-toi. Moi, pendant 2 mois, je constate que tous les jours, on nous apporte à manger, on nous apporte du dentifrice, on peut prendre une douche, on peut faire de la gym. Voilà. À partir de là, on criera quand on aura vraiment mal et quand il y aura vraiment... C'est ça l'idée, c'est que tant qu'il n'y a pas... Les coups ne viendront pas, bon, on va se dire, bah, on tient. Et on voit que rien ne se passe. Il y a 2 cases, exécution, négociation. Vous êtes dans la bonne case, négociation. Rien ne se passe. Il disait, il peut y avoir un jour une crise, et puis il nous transfère dans la case exécution. On apprend l'attente, on apprend à attendre, et là c'est dangereux. On se retrouve nous-mêmes otages. On est pris aussi dans une espèce de carcan dont on ne peut pas sortir. Et puis c'est des rumeurs, c'est vrai qu'on regarde Internet, c'est des rumeurs qui circulent sur Internet, des rumeurs pas possibles, comme quoi ils vont être exécutés, comme quoi... donc c'est en plus un vocabulaire très violent, très agressif, où ils disent ces chiens de français. Je me donne un rituel, oui. Je suis pas croyante non plus, mais je me donne un rituel. J'ai une seule photo, un portrait de Georges qui est assez récent, et je lui dis bonjour tous les matins et je lui dis bonne nuit tous les soirs, voilà. Pour les autorités françaises, c'est aussi la traversée du désert. Après l'affaire Julia, les services secrets et le Quai d'Orsay doivent remonter la pente, reprendre toutes les pistes une à une, toujours dans l'espoir de trouver le bon interlocuteur qui permettra de remonter jusqu'au ravisseur. Je suis Christian Chesneau. Je suis Georges Malbruno. Je suis en bonne santé. À partir de preuves de vie que nous obtenons en octobre, on retrouve des contacts qui avaient été perdus et que finalement, toujours de manière indirecte et par des intermédiaires, nous pouvons enclencher un nouveau processus de libération. Les chars américains passaient ou stationnaient juste derrière notre maison et tiraient sur les positions de la guérilla tout autour. Hein. Il y a même une balle, on sent qu'une de nos vitres, ça touche. On est sous les coussins, et on se dit, mais en plus là, on va se faire tuer par les Américains. Là, je dis à Christian, j'ai dit, on n'a vraiment pas de bol, quand même. On va sans doute être transféré. Pour éviter les tirs américains, les ravisseurs emmènent les otages dans une nouvelle cache où ils entreposent armes et explosifs. Et puis on découvre une nouvelle geôle, une toute petite pièce de 5 mètres carrés. On voit
sous une rampe d'escalier des cartons avec des fils électriques, des câbles, et donc je pense que ça leur servait à leurs opérations contre les forces américaines ou d'autres. Hein. Et on rencontre aussi un Irakien qui a fait les camps de Ben Laden et qui nous dit « interrogez-moi », etc. Ce qu'on veut, c'est que l'islam il règne de l'Andalousie jusqu'à la frontière chinoise. Anéantir les régimes arabes qui pactisent avec l'Occident. Cheikh Oussama vient de frapper en Égypte. Allahu Akbar. 35 morts, 200 blessés. C'est du bon boulot. J'ai été formé en Afghanistan. J'ai combattu en Bosnie, 2 ans à Sarajevo. Je connais le maniement des armes et la technique des voitures piégées. Je maîtrise les missiles, les mines, les grenades. Aujourd'hui, la peur, elle doit changer de camp. Et à notre tour, nous frappons où et quand nous voulons. La veille de la Toussaint, j'étais un peu déprimé, quoi, parce que je pensais à Sylvie, mon amie, puis à mes parents, et je me disais que est-ce que je me sentais un peu coupable, quoi, de les faire souffrir. Donc voilà, là je me suis effondré, quoi, et je sais pas ce que je vous disais, c'est... Ici. T'inquiète pas, mon Georges, ça va aller, on va s'en sortir. Christian m'a remonté le moral un petit peu, puis ça a été mieux, quoi. Ça peut pas se finir comme ça. Hé, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Marcel Aubourg. Marcel Aubourg. Gardien de l'équipe de France. Coupe du Monde 66. Ouais. Et les Verts. Non. Carnus? Oui, Georges Carnus. Georges Carnus? Oui. Gardien, lui aussi, gardien de l'équipe de France, les Verts. Les Verts. Les frères Adélie. Votre situation devient critique. À partir de maintenant, on peut vous liquider à n'importe quel moment. Fiaï Larza! Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est ça le problème, il ne se passe rien. Les contacts sont bloqués. Chirac s'entête. Il veut rien savoir, ni sur le voile, ni sur les autres questions. À fond comme. Quant à Bush, il cherche à vous récupérer. À croire que vous êtes des agents de la CIA. On est des journalistes, des Français. On n'a rien à voir avec les services de renseignement de la France ou des États-Unis. Tu sais que pour nous, c'est haram. Un péché de tuer des innocents. Mais s'il le faut, nous n'hésiterons pas. C'est la première fois qu'il y a vraiment une menace directe. Autant la cassette du voile était assez édulcorée, finalement, imagine qu'on te menace. Là, c'est maintenant
sache que vos vies sont en danger à tout moment. Christian Chesneau, journaliste pour Radio France Internationale. Ce message s'adresse aux autorités françaises. Notre situation est grave. Faites quelque chose, je vous en supplie. Si aucune solution n'est trouvée, nous allons mourir. Très bien. Je ne comprends pas. Vous nous annoncez de bonnes nouvelles. Vous nous dites que vous êtes sur le point de trouver un accord avec notre gouvernement, que notre libération est proche, et puis tout d'un coup, là, plus rien. C'est vrai. Et si les Français ne veulent plus de vous? Si, ils nous veulent. Peut-être pas vos conditions, mais ils nous veulent. Les conditions, c'est nous qui les dictons. C'est foutu, Georges. C'est foutu. Non. Mais non, c'est pas foutu. Il pleuve. Je suis sûr qu'il pleuve pour faire monter les enchères. J'y crois plus. Ça fait 2 mois et demi qu'on est là à attendre. Et justement, ils ont négocié pendant 2 mois et demi. 2 mois et demi. C'est pas pour nous liquider, pour une crise de dernière minute. Allez. Ils vont pas nous exécuter pendant le ramadan. Tu crois ça? Et là, Christian plonge, et moi je le suis, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a cette menace quand même aussi. You can be killed at any moment. Et puis on n'a pas de chance, parce que vous pouvez être tué à tout moment. Allez, vite! Ramassez vos affaires! Habillez-vous! On s'en va! Ah, Jakouvsklad! Ne pose pas de questions! Attachez-les! Ils nous font asseoir par terre, en tailleur, en attendant la voiture qui va nous transporter. Et l'un des ravisseurs, l'un des geôliers me glisse à l'oreille: les Français ne croient pas à la menace, ils ne prennent pas ça au sérieux. Donc il y a ce coup là sur la tête, les Français n'ont pas pris au sérieux la menace. Alors on se dit c'est pas vrai, les Français vont nous laisser tomber. C'est dramatique parce qu'on se dit mais si ça se trouve, ils vont peut-être pas nous liquider tous les deux, mais peut-être un d'entre nous. Pour dire aux Français, si vous voulez le deuxième, négociez. Quand on est otage, la pire angoisse, c'est d'être oublié. C'est d'être dans son trou et de se dire c'est fini. Plus personne ne se souvient que je suis là. Ils ont oublié qui j'étais, ils ont oublié ce qui m'est arrivé, et c'est perdu. Lors du transfert, soudainement, la voiture s'arrête, la roue patine, et on est immobilisé. Et là, je me suis pris à espérer effectivement qu'il y ait une patrouille américaine qui arrive et qui embarque tout ce beau monde, quoi. Et même, je me suis dit, c'est le seul moment, le seul quart de demi-seconde où j'ai envisagé de m'échapper, quoi. Dire, et si jamais je poussais et que la porte arrière était ouverte, je me retrouve, mais ça a duré un millième de seconde, parce que je me suis dit, non, c'est pas possible. À Paris, le message des ravisseurs est bien reçu et on s'inquiète bien sûr de la menace. Mais le Quai d'Orsay reçoit enfin une information décisive qui provient de Bagdad. Bagdad, ici Bagdad. Je passe en chiffré. Du nouveau ce matin au cours d'une opération dans la capitale. Un homme d'affaires irakien est entré en contact avec nous. Nous avons exigé une preuve de vie et il nous a apporté une nouvelle cassette. Nous l'avons datée. Elle remonte en fait à 2 jours. Cette piste me paraît sérieuse, très sérieuse. Nous avons déjà entamé des discussions. Confirmation à suivre. Fin de message. Who's dead? Who's alive? Who is dead, who is alive? Qui est vivant, qui est mort? Et là, l'enchaînement des faits nous porte à croire que
ils vont en tuer un de nous, quoi. Et donc là, ils nous mettent dans cette maison, dans cette pièce, et là, c'est là où on s'effondre, littéralement. On entend des bruits partout, on se dit, il claque des portes, il y a des voitures qui arrivent, on entend du bruit métallique, on commence à imaginer, ça y est, ils sont en train de faire un tréteau, justement, alors de faire une mise en scène pour l'exécution, peut-être un tribunal, enfin... On a l'impression qu'ils préparent le billot et on est sur une pente douce, comme ça, sur une espèce de toboggan qui vous conduit. Des balles de portage sont faites sur la terre comme aussi. Nous souffrons comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. On se pose la question, c'est qui ils vont tuer le premier, quoi, alors. Quels sont mes atouts, quels sont mes défauts? Vous voyez votre mort arriver. La perspective d'un égorgement qui est atroce, qui dure, c'est pas en plus une mort rapide, c'est une mort lente, hein. Ils ont des coutées de boucher et ça peut durer 2, 3, 5 minutes et voilà. Donc ça, cette perspective, moi, vraiment, ça m'effrayait, voilà. Donc je me disais, anticipé en me disant, j'espère que je demanderai la balle de la pitié, c'est-à-dire qu'ils me mettent une balle dans la tête plutôt que m'égorger. Dis à mes parents que je m'excuse. Je voudrais qu'ils me pardonnent de les avoir fait souffrir tous ces derniers mois. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. J'avais oublié les prières. Donc j'ai dit à Christian, il faut que tu me réapprennes Notre Père et le Je vous salue Marie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Au début, j'étais mal à l'aise aussi, parce que j'étais pas mal à l'aise, mais je disais, ça veut dire quoi prier 27 fois par jour quand j'ai jamais prié avant? Donc je me suis confessé, j'ai dit, j'ai besoin de vous. Je t'en prie, mon Dieu. Épargne-nous une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Aie pitié de nos familles. Inspire les négociateurs. Donne-nous la force d'affronter toutes les épreuves à venir. Oh, mon Dieu, je t'en prie. Épargne-nous une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Ce 12 novembre, après 2 semaines de combats acharnés, l'armée américaine fait tomber la ville de Falloujah, bastion de la guérilla islamiste. Surprise, dans une des maisons, les Marines découvrent sain et sauf Mohamed Al-Jundi, le chauffeur de Chénaud et Malbruno. Ramené en France, Al-Jundi est accueilli en héros. On peut enfin enlever son portrait de l'hôtel de ville, mais il ne dira que ce qu'il sait. Il a bien été détenu avec Georges et Christian, en a été séparé très vite et n'a plus eu de nouvelles depuis, sans plus de précision. Regarde. Quel de nous devait être liquidé en premier? Qu'est-ce que tu racontes? Y a pas de menace. Oh. Les négociations sont rompues. Y a pas de rupture, Christian. Inch'Allah, ça va continuer. Il faut être patient. Rafat est mort. Tout est retardé à cause des cérémonies. En plus, c'est la fête de l'Aïd. Ça aussi, ça met du retard dans les discussions. Tiens. C'est sûr. Vous n'êtes pas très patients, les Français, hein? La crise a été surmontée, visiblement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une nouvelle. Hein. C'était notre obsession, c'est qu'il n'y ait pas une nouvelle crise, dernière minute, etc. Mais a priori, voilà. Bon.
Et on se dit, bon, les Français vont tout faire pour nous libérer pour Noël. Les négociations, il faut qu'elles aboutissent, parce qu'on est parti pour y être jusqu'aux grandes vacances de l'année d'après. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Donc avec ma famille, on se dit, bon allez, on va appeler le gouvernement, on va essayer encore une fois de leur tirer les vers du nez. Et suite à cela, une demi-heure après, 40 minutes après, Monsieur Raffarin m'appelle en direct et me dit... pour nous rassurer qu'en fait, ils ont donc des contacts avec les ravisseurs et que les ravisseurs auraient décidé de les libérer. Bonne nouvelle aujourd'hui. Les négociations ont repris. Les Français veulent s'assurer que vous êtes en vie. Vous allez signer la une du journal d'aujourd'hui. Vous devez écrire à vos familles, en anglais. Et n'essayez pas de faire passer des messages compromettants pour nous. Tout sera vérifié. C'est pour l'ambassade? Non. C'est pour une troisième personne. Si elle est satisfaite, vos chances d'être libérés vont augmenter. C'est la phase finale? Je crois, oui. C'est plus qu'une question de jours maintenant. 2 semaines ou plus. Êtes-vous prêt à copier les conditions météo? Mi-décembre, c'est un Hercule de la DGSE qui apporte enfin de bonnes nouvelles. Un accord a été trouvé entre les ravisseurs et les Français. Des renforts sont dépêchés à Bagdad. Une dizaine d'hommes des services secrets, lourdement armés, débarquent dans la capitale irakienne. La date de la libération a été fixée au 21 décembre. À l'ambassade de France, on s'active fébrilement pour que l'échange se passe sans drame, ni mauvaise surprise. L'ambiance est celle d'une veillée d'armes. Pourquoi on nous a libérés ce jour-là? Bon, c'est parce qu'il y a un moment, les ravisseurs et les négociateurs français sont tombés d'accord. Sur quoi? Ça restera un mystère. Y a-t-il eu rançon ou une simple transaction politique? Des rumeurs laissent entendre que la France a payé ce qu'elle appelle pudiquement les frais d'hébergement des 2 otages. Mais pour combien? On ne connaîtra sans doute jamais la vérité, ni les termes exacts de l'arrangement. Inch'Allah. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Bye bye, Paris. Je garde les passeports au souvenir. C'est vrai? C'est fini, on rentre chez nous? C'est fini. Mahadar, Zahim. Oh, vous êtes beau comme ça. On dirait de vrais musulmans. Yallah, attachez-les. Il m'a pris le bras et il m'a dit en arabe, j'espère que tu te souviendras, j'espère que tu garderas un bon souvenir de nous. Alors je lui ai pas dit oui, je lui ai dit Intazen. Bon, c'est bien, t'es bien. Ne crions pas victoire trop tôt, parce qu'on a été quand même pas mal de fois échaudés. Ça peut mal se terminer, ça peut être 2 balles dans la tête, les passeports dans les poches, sur un fossé, et la fin des otages français est terminée. À toutes les équipes action, à toutes les équipes action. Les ravisseurs viennent de changer de lieu de livraison. Le nouveau rendez-vous est fixé à 16h sur le terre-plein central, route de l'aéroport. Fin de message.
puis ça dure 20 minutes, entre 20-25 minutes. D'un coup, ça stoppe. On entend des voix. Tu veux les voir? Viens les voir! Et puis, cette conversation qu'on entend, tu veux le voir? Je veux pas les voir, je les veux. Viens les voir! Viens! Je ne suis pas ici pour les voir, mais pour les ramener! Je sens qu'ils sont quand même nerveux. Et là, je me dis, ou je sais pas, je dis peut-être à Christian, je dis, c'est pas vrai, ils vont pas nous libérer comme sur une bord d'une autoroute, comme un sac à patates, passer d'un coffre à un autre. Le coffre s'ouvre. Le coffre s'ouvre. On sort du coffre, puis on voit pour la première fois le ciel, quoi. Et surtout l'écusson tricolore. Et là, là c'est la concentration maximum. Parce que c'est la fin. Mais c'est une fin qui peut être tragique. Vous partez! Partez en premier! Vous partez! Comme dans un film, à un moment, je tourne la tête et je vois l'un de mes ravisseurs avec le keffier, voilà, qui me regarde. Je le regarde, mais ça dure vraiment une seconde comme ça. Il me dit rien, je lui dis rien. Allez-y, partez! Partez! On se sent de nouveau en famille, quoi. Pour la première fois, on voit des visages non cagoulés, des Français, un drapeau. On revient dans le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans une parenthèse, dans une bulle, hors du monde, hors du temps. Et puis là, voilà, on nous a remis dans le circuit, quoi. Quand l'avion décolle, je regarde par le hublot Bagdad, quoi, hein, et je me vois arriver au Proche-Orient 11 ans plus tôt, quoi, au volant de ma 205 au port de Haïfa, et j'ai vécu mes rêves, voilà, mais à la fin j'ai tutoyé la mort, et là je me suis dit, est-ce que j'ai été fort ou est-ce que j'ai été inconscient, quoi, et quelle image je vais garder du Moyen-Orient, quoi, en partant comme ça, là. Je pense que sur l'histoire du destin, effectivement, sur le côté, on a une destinée. Je pense que je pense que les choses doivent se faire et que voilà, c'était comme ça. C'était Maktoum, comme disent les Orientaux. Dans l'avion, il y a le chef de poste de la DGSE à Bagdad, il y a le numéro 2 de l'ambassade, il y a l'équipe du service action, et puis ensuite le chef de poste de la DGSE nous donne une volumineuse revue de presse, quoi. Et je vois notamment mon père qui est en larmes. Je l'avais jamais vu pleurer. Et ça a été dur. Bienvenue. Bonjour. Bah là, on commence déjà à se détendre. C'est sympa. On appelle, pour la première fois, on appelle notre famille. J'ai ma sœur en ligne, après ma mère.
Et moi, mes premiers mots, c'est « ça va, j'ai tenu le coup, je rentre ce soir, préparer les huiles, le foie gras, j'arrive, on est à Chypre. Voilà. » On prend le téléphone et comme par magie, on tombe sur la voix de Sylvie et de ma mère. Et là, et c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'elles étaient distantes, froides, etc. Elle aussi s'était blindée et la carapace commençait seulement à se désagréger. Oh, tout va bien, c'est fini, on est sain et sauf, tout va bien. Papa, ça va, Bernard, ça va? Il fait nuit, il pleut, il fait froid. Il y a ces grands projecteurs qui éclairent la piste avec tous ces journalistes qui sont amassés sur notre droite. C'est un moment très étrange. Il y a les éclairages de la télévision qui rendent la scène toujours encore plus surréaliste, encore plus inhabituelle. En fait, l'avion arrive sans qu'on le distingue avant. Vivre une histoire pareille, c'est une histoire de dingue, c'est une histoire de... C'est assez irréel. On est un peu des zombies quand on sort de cet avion. Et on est projeté comme sur une scène, comme une espèce d'arène. Et là, c'est quelque chose... Alors pour le coup, on est vraiment en état second. Christian et Georges sortent de l'avion et avec ma mère, on ne les reconnaît pas. Moi, le temps que je retourne chercher un parapluie parce qu'on est vraiment en train de se tremper, du coup, je vois pas Georges descendre de l'avion. Et c'est vrai, quand vous avez un proche que vous ne reconnaissez pas et vous savez qu'il a vécu 4 mois otage, c'est vrai que c'est très poignant. On se dit rien, on se regarde. Il faut quand même rappeler que c'est notre métier. Aller là où les autres ne vont pas, aller là où c'est dangereux, pour qu'il y ait quelqu'un qui dise « il se passe ça », c'est fondamentalement notre métier. Et Georges, évidemment, avait raison de faire cette démarche. Ça peut tomber sur n'importe qui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Nous, c'est tombé sur nous. Je vous dis, Cécile Aignan du Monde est passée 2 heures après ou 2 heures avant. Ça aurait pu être elle. Le jour où il n'y aura plus un seul journaliste occidental indépendant qui ira sur le terrain, eh ben, à la fois les Américains et les résistants auront gagné. Ils feront leur information. On n'est pas des héros. Hein. Le lendemain, je suis rentré dans ma province, au milieu des vaches et des gens que j'ai... Voilà. Et puis, je suis revenu un citoyen lambda. Quoi.